très intéressant. On a déjà entendu beaucoup de propos assez pertinents, je trouve. Je m'appelle Hubert Gamelon, je suis journaliste au quotidien, donc à Esch-sur-Alzette ici. J'ai grandi à Longwy, à 25 km, donc j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, vous voyez. Je vais appeler les participants à la table ronde. Alors, Monsieur Pinknaf, Robert Garcia pour Esch, Monsieur Xavier Roland et Loïc Clairet pour Mons, Marie Baron et Inès Mendes pour Lille, et puis Dan Diaconou et Yonut Sosiou pour Timișoara, s'il vous plaît. Bonjour. Mettez-vous les uns à côté des autres par ville, ce sera plus simple, s'il vous plaît. Voilà, alors juste on va faire, comme on est à l'université, on va faire un peu comme à l'école. Vous allez lever la main quand je vous appelle, comme ça on voit qui est qui. Monsieur Pinknaf, donc c'est vous. Monsieur Robert Garcia, voilà. Alors après je connais moins du coup. Xavier Roland, s'il vous plaît. Voilà, enchanté. Vous êtes donc directeur du pôle muséal de Mons. Loïc Clairet, voilà, directeur de la fondation Mons 2025. Marie Baron, enchantée, directrice du patrimoine culturel de Lille. Inès Mendes, enchantée, coordinatrice de l'Eurométropole Lille, Gortrich, Tournai. Cortray, voilà, merci, Tournois. Timișoara. Alors, Dan Diaconou. Is it alright, the pronunciation? Ok, thanks. Donc, vous êtes vice-maire de Timișoara. Et Yonut Sosiou. Is it alright? Oh, good. Donc, directeur du comité exécutif donc, de la capitale 2021. On va avoir. Alors, ce qui est intéressant par rapport à tout ce qui a été dit déjà, c'est que Esch 2022 va concentrer toutes ces problématiques régénération urbaine, on en a parlé avec Glasgow, mixité sociale, destinée des zones périurbaines d'un point de vue culturel, puisque Esch et le territoire transfrontalier se situent entre Luxembourg, Metz, Sarrebruck, des villes culturelles, et donc il y a ce défi aussi. Et puis transfrontalier, c'est surtout ça le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait un territoire commun. Je vais vous interroger à chaque fois un petit peu sur la même question et chacun va livrer son expérience, sachant que certaines ont déjà été villes culturelles, d'autres vont l'être et d'autres encore à plus long terme. Donc c'est vraiment intéressant. La première idée, et je voudrais poser cette question à Lille en priorité, parce que vous êtes les plus anciens, 2004, c'était les moteurs principaux de vos projets culturels à dimension transfrontalière. Pourquoi dès 2004, à Lille, on s'est dit il faudrait penser un peu avec les voisins. Voilà. Oui, donc il y a déjà beaucoup de choses évidemment qui ont été dites sur Lille et capitale européenne de la culture et déjà ça a été évoqué juste avant. Et je pense que les leviers ils sont multiples, ils se combinent et évidemment la dimension de la volonté politique très forte qui a été portée par Martine Aubry, non seulement donc, de porter cette capitale européenne de la culture, d'aller voir l'État et la France en disant on veut être capitale européenne de la culture, aidez-nous, et puis même si il a dit qu'on est une capitale européenne de la culture, Lille, de travailler avec les territoires, il a dit les 190 villes, des deux côtés de la frontière. Et ce fervent, et ça a été un des ciments ensuite de la réflexion Eurométropole, et je laisserai ma voisine en parler, mais c'est vrai que la manière dont les différentes villes, les deux côtés de la frontière ont travaillé, l'habitude de travailler ensemble, de surmonter un certain nombre de difficultés dont on pourra parler, mais de juridiques, de travail ensemble, et puis a permis de créer ce fervent et ce qui était finalement pas si facile et courant de travailler une capitale européenne de la culture des deux côtés, même si c'est une frontière vivante, perméable depuis longtemps, avec beaucoup de points communs. Donc cette volonté politique, je pense qu'elle est évidente. Et juste, est-ce que c'était une volonté politique dès le départ ou est-ce que c'est venu après la candidature? Je dirais cette volonté politique, elle était dès le départ.
un des autres fervents, mais qui va dans le même sens. C'était cette volonté, de la question évidemment du développement territorial, de marketing territorial, de positionnement, de dire que l'île, on parlait des anneaux de vitesse. C'était le début, et c'était la première façon de positionner l'île avec l'île qui avait son TGV, qui était, voilà, c'est de là que c'est parti. Et à partir de là, de travailler cette volonté presque dans son ADN d'une ville transfrontalière à 1 heure de Bruxelles, à 1 heure de Londres. Et donc, de là est née, je pense, cette volonté de coopération transfrontalière. Ensuite, on a parlé aussi de la question des financements, et je disais que c'est valable dans l'intégralité de cette volonté de capital, évidemment sur toute la dimension de coopération d'opérateurs culturels, mais également au niveau patrimonial. Et lorsque j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps l'ancien conservateur des monuments historiques qui à l'époque avait suivi la manière dont les choses se sont faites, la manière dont l'État a soutenu, il y a un certain nombre de bâtiments patrimoniaux qui ont été réhabilités. On pense à l'Opéra, on pense à Sainte-Marie-Madeleine, on pense évidemment au Tripostal. Il y avait cette volonté-là de dire on est une ville transfrontalière, il faut nous hisser aussi, et on doit nous donner cette place-là, et on doit le mériter, quoi. Et les financements, ensuite, ont perduré, puisqu'il y a beaucoup d'opérateurs qui ont utilisé l'Interreg. Bon, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. En tout cas, il faut travailler un peu autrement. Mais des financeurs comme Latitude Contemporaine ou Mais alors, Next. Le tout premier moteur, allez, de façon un peu sincère, pour l'île 2004, est-ce que c'était une idée de régénération, enfin d'un nouveau Lille avec ce TGV, etc. Ou est-ce que c'était d'abord le transfrontalier? Non, c'était d'abord peut-être l'île, mettre l'île sur une carte européenne. Il y a une dimension de régénération urbaine. On a parlé du modèle de Glasgow, et évidemment, il y avait cette volonté d'exister. Je parlais au niveau patrimonial de dire, bah voilà, on a un certain nombre de bâtiments patrimoniaux qu'on va rénover, aussi pour donner une autre image de l'île, lui donner cette dimension de rayonnement. Mais je pense qu'intrinsèquement, la dimension transfrontalière faisait partie de cette volonté d'exister ensemble. Et si on est bien parti des 190 villes, c'était parce qu'il y avait cette dimension-là. Et je vais peut-être laisser la parole à ma voisine sur cette dimension de ce qui a ensuite été l'Eurométropole. Mais on a parlé des maisons folies à Mons, des coopérations qu'il y a pu y avoir entre le Prato et la maison de la culture de Tournai. Voilà, il y a cette habitude de travailler ensemble qui a vite constitué, j'en parlais avec Olivier Sergent, qui était là en 2004 et qui est le directeur des Maisons Folies et du Flot, qui est dans la salle. Ça a vite constitué un ciment fort sur lequel se sont appuyés pour faire rayonner cette capitale. Madame Mendes, peut-être, pour l'Eurométropole. Merci Marie, merci beaucoup. Enchantée d'être là parmi vous. Donc moi, je représente le secteur transfrontalier en tant que tel, puisque je travaille dans une agence de 8 collaborateurs, l'agence de l'Eurométropole, Lille, Kortrijk en néerlandais, ou Courtrai en français, mais c'est très compliqué quand on ne connaît pas, Tournai, qui sont les 3 chefs-lieux de 3 régions qui se touchent, qui sont transfrontalières, et ces 3 villes sont séparées les unes des autres de 30 km. Et comme l'a vraiment très bien dit Marie, il y a une tradition de collaboration, ne fût-ce déjà que par le niveau intercommunal. L'Eurométropole est née en 2008, donc on a 11 ans aujourd'hui, sous l'impulsion de Pierre Mauroy. Il faut le dire aussi, donc le maire de Lille qui avait cette vision politique, cette stratégie transfrontalière de taille, c'est lui qui a donné vraiment cette impulsion-là. Il existait avant l'Eurométropole, donc il y a un GECT, un groupement européen de coopération transfrontalière. Il en existe toute une série sur les zones transfrontalières en Europe depuis que la DG Régio a mis ça en place comme dispositif. Et c'est vrai que nous fonctionnons un peu comme des laboratoires européens d'intégration européenne. Mais Pierre Mauroy s'est appuyé déjà sur une tradition qui existait au travers de la COPIT,
Et la COPIT, c'était vraiment la coopération entre ces intercommunales qui émaillaient déjà le territoire franco-belge de l'Eurométropole. Donc c'est 3550 km², c'est 152 communes maintenant qui, tant bien que mal, essayent de travailler ensemble sur toute une série de domaines, que ce soit de l'ordre de l'enseignement économique, les smart cities, le développement durable. Il y a aussi ce fameux volet culturel qui a été boudé un petit moment, notamment à partir des années 2014, parce que la culture, et on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est pas un enjeu fondamental européen. Ça le redevient aujourd'hui. On le sent bien avec cette Europe en crise qui se cherche, avec les replis sur soi d'un côté, et de l'autre, cette volonté citoyenne grandissante qui se dit, si, il faut absolument rapprocher les personnes entre elles, alors qu'elles habitent à côté des autres, malgré la différence de la langue. Donc ce territoire eurométropolitain, c'est le néerlandais, c'est le français, mais c'est aussi une culture historique commune, et en même temps des spécificités différentes. Et donc, comment harmoniser tout cela ensemble ? C'est ça le moteur de l'Eurométropole. Ce sont les gens de son territoire. Et je dirais, avant même Pierre Mauroy, c'est la société civile, organisée ou pas, c'est le tissu associatif de ce territoire. Et ce que fait l'agence de l'Eurométropole, et je termine par là, c'est de mettre autour de la table, c'est de faire de ce territoire une sorte d'agence matrimoniale de tous les acteurs culturels au sens large, qui va vraiment de l'éducation permanente et populaire à des acteurs économiques et sociaux. Voilà. Merci. Alors, on va parler des défis aussi après que tout cela pose. Je reprends le micro, on va le passer à Mons, par exemple, puisque vous avez été capitale européenne donc en 2015. Et là, la dimension transfrontalière était assez forte aussi. Donc, quel était le moteur de ce choix ? Alors, je dirais que le moteur principal, on pourrait dire que c'est deux hommes, finalement, Didier Fusilier et Yves Vasseur, qui, dès le départ, ont souhaité travailler ensemble dans les années 90. Puis, ça s'est concrétisé en 2002 avec le manège, le centre culturel transfrontalier, Manège Mons et Maubeuge, qui était vraiment la volonté, une programmation commune, une billetterie commune, des mobilités publiques par des bus qui sont mis en place. Il y avait une vraie réflexion sur comment on traverse cette frontière qui fait, c'est 17 km entre Mons et Maubeuge. Alors ça ne se touche pas, il y a quand même un territoire entre les deux, mais ces deux hommes ont travaillé ensemble. Puis une volonté politique, puisque Elio Di Rupo et Martine Aubry sont très proches aujourd'hui encore, mais à l'époque, et ils ont vraiment poussé cette création de ce manège transfrontalier. Et donc ces deux hommes finalement vont se retrouver pratiquement dans tout leur parcours, puisque Didier Fusilier devient commissaire de Lille 2004, Yves Vasseur commissaire de Mons 2015. Et donc Lille, hormis d'être un exemple pour toutes les capitales européennes de la culture, est un exemple très proche de Mons, puisqu'on est à 70 km, 70 km pour les Belges. C'est presque nos voisins en fait. Finalement, il y a un territoire ici, là au milieu, le Picardie, donc Wapi. Ce territoire-là, nous on le travaille très peu finalement. On le surpasse. Et Lille devient presque notre frontière la plus proche, puisqu'aujourd'hui, on en parlera après, mais Maubeuge n'est pratiquement plus un partenaire de Mons, puisque changement de direction, changement de politique, et ce phénomène de manège s'est arrêté. Mais on avait vraiment cette première dimension donc de Maubeuge historique qui était présente, et je dirais même, et là c'est peut-être un frein, mais on en parlera encore après, Maubeuge était aussi en 2015 normalement capitale régionale de la culture. Donc c'est 4 capitales, enfin 3 finalement qui se sont réalisées, 4e qui s'est arrêtée, pour des raisons politiques, on ne rentrera pas forcément dans tous les détails. Le bassin de vie, c'est combien le bassin de vie en termes d'habitants Alors Mons, c'est compliqué, vu de la France, on dirait que Mons c'est une agglomération, puisqu'on a fusionné les communes dans les années 70. Donc Mons, c'est 19 anciennes communes, avec des communes qui ont gardé tous leurs noms. Donc aussi un phénomène d'identité territoriale assez compliqué, et on a déjà des problèmes de frontières intercommunales à défendre. Puis on a aussi un bassin de population et de vie, en tout cas de rayonnement de 260 000 habitants, avec aussi des communes très proches, parce que Mons, on devrait dire que la Belgique est un petit pays, puisque Charleroi, Bruxelles, même Liège sont très proches finalement. Et donc quand on est dans un bassin, on a du mal à toucher le bassin d'à côté. Et puis on a des bassins aussi qui se revendiquent, et notamment une très grande rivalité entre Mons et Liège qui date et qui dure toujours. Et donc voilà, ça c'était une des premières
spécificité, c'est ces deux hommes en fait finalement qui ont fait que Maubeuge et Lille étaient déjà donc des vrais partenaires. Je reviendrai à Maubeuge donc 2015 qui finalement s'est arrêté. Alors donc on devait avoir cette sœur jumelle capitale régionale et donc avoir encore un renforcement de cette coopération. Et je dirais que c'est le début du déclin de la coopération entre Maubeuge et Lille puisque on a réduit ça à des interventions historiques, un festival VIA donc sur l'art numérique et une intervention dans un festival de rue à Maubeuge. Mais on a continué quand même à travailler avec ces villes. On a rajouté Valenciennes en plus, puisque Valenciennes avec le Phénix, qui devient même peut-être aujourd'hui le plus grand partenaire en termes de théâtre, avec Mons. Mais voilà, on a continué à travailler ces 3 villes transfrontalières. Mais vous savez, dans Belgique, où on a déjà du mal à travailler avec nos propres frontières, les Flamands, tout, voilà. Travailler déjà avec la frontière française, c'est encore une autre dimension. Et donc voilà, ça c'est... Alors on va parler effectivement des obstacles après, mais c'est déjà intéressant de voir que finalement, c'était jamais que 2 hommes qui ont été le premier moteur de tout ça au tout début. Allez-y, et après on passera la parole à Timișoara. Oui. Je voulais réagir par rapport à ça. Avant de penser une réflexion transfrontalière, il faut se poser la question de la maturité d'une population à pouvoir déjà aller côtoyer une autre culture. Je suis montois d'origine, j'ai travaillé depuis le début sur cette capitale européenne de la culture, donc j'en parle de façon décontractée, mais je pense que si aujourd'hui cette capitale européenne de la culture et si cette tradition transfrontalière aujourd'hui n'a pas continué à exister, c'est qu'il y avait une priorité fondamentale avant, qui n'a peut-être pas encore assez été travaillée et qui doit l'être. C'est ce travail avec cette population locale, à ce mot qui pour moi est un mauvais mot dans l'esprit de beaucoup de personnes quand on parle de capitale européenne. Et je crois qu'il y a une énorme dichotomie et des utopies qu'on met dans une capitale européenne de la culture qui sont à milieu. Vouloir penser à une capitale européenne et penser à une stratégie locale, il y a quelque chose. Et donc tout ça pour conclure que si une population ne se connaît pas elle-même, n'est pas fière de sa culture, ne connaît pas sa culture, ne fréquente pas ses propres lieux, comment voulez-vous développer une politique transfrontalière ? Alors ça va être vraiment intéressant. C'est une dimension qu'on a un peu travaillé avec Monsieur Lamour, cette idée de capitale européenne et de comment on agit au niveau local. On va en parler après, évidemment. Même question pour Timișoara. Alors vous, vous êtes dans la préparation, mais quel est le moteur pour penser le transfrontalier et peut-être même avec des frontières internes culturelles à la ville? Dites-nous. Hello, it's glad to meet you here. It's a pleasure for us and a privilege to be in front of you. First of all, in order to avoid any confusions, I'm not the executive director of the association. I'm a producer into the artistic unit of Timișoara 2021. So to answer your question, I must say that Timișoara is a privileged city in what concerns this part of cross-border cultural cooperation due to 2 main reasons. First of all, I'm talking about history and then about geography. 100 years ago, for example, Timișoara was inhabited in almost equal parts by Hungarians, Serbians, Romanians, and then Germans. Of course, as years went on, the proportion of these people living in Timișoara has changed, but the character of the cosmopolite or multi-ethnical character of Timișoara remained pretty constant. Timișoara is pretty well known in Romania for these characteristics. And the influence of those people can be still felt in our city, and of course there are still people from Serbia and Hungary and Germany who are living here, but their number is smaller. This would be one reason. The second one is the geographical one, due to the small distance that is between Timișoara and the borders of Romania with Serbia and Hungary. And this allows us to have a lot of cultural cooperations with those 2 countries, which started before our city was or gained the title of European Capital of Culture. So we have
we have been working with Novi Sad and with Szeged, who have supported us even from the moment we were only a candidate from this title. And of course, this cooperation has started to enlarge as years went by. We have a protocol with Novi Sad that is going to take place, or started to take place from 2 years ago, and the programs that we are going to develop with them are going to enlarge as years went by. Your colleague mentioned the cooperation between Tallinn and Turku, and I can make a parallel with what happened there and what we are trying to do with Novi Sad, especially that the distance between Timișoara and Novi Sad is very even smaller than between Turku and Tallinn. It's around 160 kilometers. So we have this protocol with Novi Sad, and we also have a lot of good cooperations with the associations of Serbians and Hungarians who are living in Timișoara in this moment, but also with Romanians that are living abroad, because I was mentioning the geographical part of or the reason why Timișoara is privileged, and I mentioned the geographical part. Timișoara is part of the Historian Banat, the historian region of Banat, which goes not only in Romania but also in Serbia and Hungary. And people live there with common traditions, common culture, common customs, and so on and so forth. And they kept those traditions and customs, even if they are living in different countries. They still have the same guidelines, if I may call them so. So we are trying to develop and get them on to the surface in those years and in our projects. I will mention some projects that we are dealing with furthermore in our discussion, but this is just a sum up of what we're trying to do in this period of time. Thank you very much. You want to? No, after we're going to talk. I will After. just add Okay. something to that. And the fact that we are representing a region that is hundreds of years old is not only about customs and traditions, but it's also about sharing values in that region. This is a region of multiculturality, of tolerance, of diversity for hundreds of years. There were no ethnical conflicts whatsoever in the region, even if the states were fighting at one point. This was the place where no Jews were deported into the Second World War. This was the place where the concept of minority is actually doesn't exist, because the majority and the minority has changed over the years so in so many times. So that is making the cross-border cooperation much easier. The interesting fact is that we are working on cross-border cooperation on an internal border with Hungary, but also on an external border of the European Union with Serbia. And you would expect these cooperations in the culture field to be different, but actually they are not. They are, even if from the administrative point of view, from the custom point of view, from everything else, or even infrastructure point of view, we have the differences. But when you are talking about the identity of the region, then I would say this is the main driver, not the funding, not the money, not the will to have better infrastructure, but the identity of the region that you need to put first, and we will do that through the cooperation programs. Just one more thing, we've started the European Capital of Culture through the strategy, the cultural strategy of the city. Yeah, like everybody does. And we've done this 7 or 8 years ago. But the cultural strategy of the city of Timișoara was done in a cross-border cultural project with Serbia. So together with the cultural strategies of other cities in the Banat region and in Serbia. So that was also an extraordinary boost for our candidacy. And yes, Novi Sad
and Timisoara are part of the same Euro region, even more than just a closer distance, and twin cities for 20 years or so. Thank you. Donc c'est intéressant, là on a une culture qui déborde d'entrée de jeu des frontières en fait, donc c'est encore une autre configuration. Voilà, on a déjà une première aperçu, on voit bien que chacun vient avec ses problématiques, même si on a des choses qui se croisent. J'ai envie de rebondir avec Mons sur la deuxième question, qui est finalement les freins à cette coopération transfrontalière. Quels sont les freins que vous avez pu rencontrer ? Dites-nous un petit peu, il y avait une idée qui était déjà intéressante dans la précédente discussion. Mais je vais être franc avec vous. Donc moi, je dirige les musées, donc dans le projet européen de la capitale européenne de la culture. J'étais en charge de l'ouverture de 5 nouveaux musées à Mons et de la politique des expositions et des arts plastiques. Donc voilà, ça c'était la matière sur laquelle je travaillais. En 2015, je n'ai même pas pensé à regarder l'autre côté de la frontière, j'exagère dans ce que je dis, mais il y avait une urgence locale, désolé de vous le dire, il y avait une urgence locale, et cette urgence, elle est d'autant plus énorme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle de frontières entre des pays limitrophes, mais aujourd'hui, avec la migration, c'est les frontières qui rentrent chez nous. Et si vous n'avez pas, à un moment donné, cette capacité et cette maturité culturelle, pas culturelle, de recevoir et d'accueillir des populations extérieures, mais on arrive à des catastrophes. Donc l'urgence, pour moi, elle a été de reconstruire une fierté, une identité, il faut user le terme, une identité, reconstruire un ancrage local. Je ne dis pas qu'on y est arrivé, je dis simplement qu'il fallait remettre à disposition une histoire qui a été coupée d'une population pendant 30 à 40 années. Les musées n'existaient plus, il n'y avait plus un musée à Mons en 2000, plus un musée. Donc ça veut dire que le patrimoine, il était fermé. Il a fallu rééduquer toute une population à refréquenter, à redécouvrir son patrimoine et son histoire. C'est colossal. Et si on n'est pas conscient de ce point de départ-là, comment voulez-vous aller vers l'autre si vous ne vous connaissez pas vous-même? Et donc tout l'enjeu de la programmation 2015, elle a été construite sur ça, sur des racines. Et puis il y a une phase 2. Mais voilà pourquoi ce côté peut-être égoïste, égocentrique, mais je crois que c'était la phase 1. Non, mais c'est vraiment intéressant du coup, puisque il y avait cette urgence qui a presque tout occupé en fait en termes d'énergie et de moyens. C'est un peu ça que vous nous dites. Après le transfrontalier, tout ça, c'était un autre vocabulaire qui venait se greffer là-dessus, éventuellement. Oui, et d'ailleurs, nous, une grosse partie du projet était vraiment cette dimension participative, mais pas participative dans le terme venez, on va faire des beaux projets et vous allez, on en a fait, mettre une pierre à l'édifice, etc. C'était de construire avec les gens. Et on a l'exemple de 2 projets quand même très fondateurs et qui ont même été transfrontaliers. Le Grand 8, c'est un projet ici donc sur la commune de Mons, donc sur les 19 anciennes communes regroupées en secteurs, sur justement cette appropriation de cette capitale, cette appropriation de cette ville. Je disais juste avant, 19 communes qui ont perdu leur pouvoir administratif mais qui gardent leur nom, avec des passés complètement différents, puisqu'on est aussi dans un secteur désindustrialisé, puisque secteur minier qui fait partie de ce bassin qui va donc du nord de la France jusque la Roure, avec une population italienne en grande majorité, puisque c'est plus de 41% de la population d'origine italienne. Donc on avait vraiment ce travail multiple avec un territoire, avec une géographie multiple sur 150 km². C'est-à-dire vous avez vraiment ce secteur bassin minier très pauvre et socialement défavorisé. Vous avez un secteur très rural, vraiment voilà, et qui vit dans sa ruralité et qui est même très fermé. Je peux vous dire, on a été confronté souvent à une forme de racisme. Moi, je suis français, anti-français, quand on venait travailler dans ce terrain. Et puis un territoire qui est beaucoup plus de villégiature avec les habitants qui vont travailler à la capitale et qui reviennent vivre dans le coin parce que c'est pas loin et qu'on peut trouver des belles maisons. Voilà. Et donc on avait ce vrai travail-là en premier lieu qui a pris du temps, puisque voilà, on parle d'énergie, mais c'est 2 ans et demi de travail pour arriver et il se poursuit encore aujourd'hui. Et puis un autre projet, et c'est là que c'est intéressant quand on parlait des frontières. Alors il y a les transnationales, mais nous on est sur des frontières même régionales, puisque les bourgmestres de la région, donc de la région Mons-Borinage, cette région plutôt à l'ouest, ont décidé de monter un projet
à peu près identiques au Grand 8, avec un temps de retard, puisque ça arrivait un peu plus tard, mais surtout, on n'avait pas plus l'énergie de le construire de la même façon, et donc on les a accompagnés dans cette construction. Et un des bourgmestres, lors de la conférence de ces 13 communes, dira que c'est la première fois que toutes les communes sont réunies autour d'un projet. Et c'était la culture. Et ça, c'était quand même assez remarquable, puisque le bourgmestre l'a dit. Et ce projet a même conduit à, puisque là, on touche une frontière française, une petite commune à travailler avec ses voisines sur un projet d'une identité commune. Là, encore une fois, ces personnages historiques qui construisent le territoire, parce que Mons, Xavier ne l'a pas dit, mais Van Gogh, de Lassus, Verlaine sont des personnages qu'on a beaucoup travaillé. Là, c'était Moneuse, donc le bandit, le chauffeur de pied de grand chemin qui a traversé la frontière entre la France et la Belgique. On voit l'énormité du chantier, on va un peu parler dans la troisième question des résultats de tout ça. À force de penser aux invités, on oublie nous-mêmes. Alors, j'ai pas encore passé la parole à Esch. Alors, je vais vous... Donnez-moi le micro. On commence par qui? Monsieur Knopf? Robert? Non, ok. Allez-y. Alors, ce qu'on va faire, eh ben, justement, on va peut-être parler du moteur du transfrontalier Esch, mais aussi rebondir sur ses propos, parce que je sens quelques similitudes avec notre territoire, éventuellement. Donc, le moteur, déjà, de Esch 2022 transfrontalier. D'abord, je comprends que vous nous ayez oubliés, puisque nous, on n'a pas encore d'expérience à partager avec vous, puisque nous, on est en train de préparer seulement le grand événement. Mais je pense qu'en tout cas à Esch, on n'a pas non plus dû attendre la candidature pour devenir capitale européenne de la culture, pour travailler, pour essayer de travailler ensemble au niveau culturel. Et je pense que c'était déjà important. On a plusieurs kilomètres de frontières communes avec la France et on a toujours soigné ces relations en travaillant ensemble. Si, par exemple, 15% des élèves de notre conservatoire sont français. Ils sont donc transfrontaliers, ils viennent chez nous pour apprendre la musique. Et je pense que c'est également un phénomène bien connu. Donc, on a beaucoup de frontaliers qui viennent travailler chez nous et le domaine de la culture n'en échappe pas. Et je pense que cela est également pour nous une grande chance parce qu'on a déjà, de par nos structures, une activité transfrontalière qui se fait déjà à l'intérieur de nos maisons. Par exemple, quand on pense à la CUFA, à la Kulturfabrik, on a un directeur français très bien connecté en France et voilà déjà un moteur pour la coopération culturelle. Il en est de même dans d'autres maisons culturelles, notamment dans notre service culture, où on a donc également pris recours à du personnel français et qui nous rapproche donc de cette culture transfrontalière. La nuit de la culture, qui est mise en place par notre ami Emmanuel Vinchamp, qui est également un grand nom de différentes capitales européennes de la culture, nous aide également donc, à être ce moteur de la coopération transfrontalière. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans quelques ans. En tout cas, il n'était pas concevable de faire cette capitale d'Esch, capitale européenne de la culture, de la faire sans... très rapidement. Hein, oui, de la faire sans nos amis transfrontaliers, sans nos amis français, qui vraiment partagent la même histoire que nous, qui partagent presque le même terrain et qu'on côtoie tous les jours. Très bien, merci. Alors, Monsieur Garcia, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être pour rebondir un peu sur ce qu'ont dit nos amis de Mons, parce que est-ce qu'on sent déjà des défis se profiler à l'horizon, même si on n'y est pas encore? Alors, juste pour dire que je suis certes membre du conseil d'administration de Esch 2022, mais surtout parce que j'étais directeur de Luxembourg 2007, pour ceux qui n'étaient pas encore nés à cette époque. Et je suis dans ce conseil d'administration aussi partiellement pour aider les gens de Esch à éviter les erreurs que inévitablement toutes les capitales européennes de la culture s'obstinent à répéter malgré les bons conseils qu'on leur donne. Alors je vais quand même revenir sur la motivation pour aussi un peu donner un petit avertissement sur des illusions qu'on peut se faire sur la culture comme ou bien moteur socio-économique, ou bien la culture comme rempart contre le national-populisme, etc.
je reviens à Luxembourg 2007, qui n'était pas un projet culturel, c'était un projet politique dont la ville de Luxembourg ne voulait même pas. Mais c'était M. Juncker, à l'époque, il était Premier ministre, qui avait des ambitions, on va dire, impérialistes régionales, qui voulait que le Luxembourg, qui est déjà le centre socio-économique de la grande région, devienne aussi le centre culturel. Et il avait l'illusion, c'est pour ça que c'est pas anecdotique, il avait l'illusion que voilà, les cigales vont danser pendant un an en 2007, et après, il y a les fourmis transfrontalières qui vont transformer ces danses en structures pérennes, transfrontalières, etc. Et comme M. Juncker ne connaissait pas la culture, évidemment, il se faisait des illusions. Et je me rappelle, mais je vais donner deux exemples très, très pratiques, parce que nous sommes ensemble pour discuter des choses qu'il ne faut pas faire. Nous avions, comme Madame a souligné, osé des structures administratives et financières assez intéressantes. C'est-à-dire, M. Juncker avait proposé, pour 2007, mais aussi pour après, un fonds financier transfrontalier où le Luxembourg, qui est financièrement un peu plus fort que ses voisins, allait mettre, je ne sais plus, 4 millions d'euros, les autres 4 régions, chacune 1 million. Avec ces 8 millions, on ne financerait que des projets transfrontaliers. Et les porteurs de projets n'auraient plus besoin d'aller dans les communes, dans toutes sortes d'institutions pour demander de l'argent. Ils pourraient présenter un projet transfrontalier directement à cette institution. Et comme ça, elle serait indépendante de particularismes régionaux et locaux. Évidemment, le projet a été accueilli avec enthousiasme, mais il ne s'est jamais réalisé. Et maintenant, après 2007, non plus. Je ne connais pas de fonds transfrontaliers où les gens pourraient soumettre des projets qui seraient traités prioritairement sous leur volet transfrontalier et pas sous le volet de particularisme. Est-ce que ça aurait été une bonne idée, ce fonds transfrontalier? Est-ce que ça aurait été, selon vous, une bonne idée, ce fonds transfrontalier? Oui, c'était mon idée, donc je la trouve très bonne. C'est clair. Mais elle était illusoire. Parce que, mis à part le fait que certaines régions, dont le Luxembourg, ne voulaient pas y investir, il y avait aussi le problème, j'espère qu'il n'y a pas de fonctionnaires du ministère de la Culture ici, mais je les vois quand même, donner des pouvoirs d'attribution de fonds à un organisme qui n'est pas national, ça vous enlève des pouvoirs de décision sur votre clientèle. Et je pense que dans certaines régions, je ne sais pas si c'est le Luxembourg, dans certaines régions, ça a été un frein à l'établissement d'un tel fonds transfrontalier. Un autre aspect, c'était la coordination entre les actions, parce que contrairement à Esch et ses voisins, ou à Mons et ses voisins, la proximité dans la grande région n'est pas évidente. Nous avions dans notre conseil d'administration, pour la Rhénanie-Palatinat, une personne qui venait de Mayence, et pour la communauté française de Belgique, une qui venait de Bruxelles, qui ne savait même pas qu'il y avait une ville d'Arlon entre... Hein. Et donc, vous voyez un peu, la connectivité n'était pas évidente. Hein. Et si je vais maintenant sur le site internet de l'espace Grande Région, culturel Grande Région, qu'on avait créé à cette époque, la dernière inscription date de 2016. Donc le niveau d'activité me semble, c'est peut-être quelqu'un qui me contredit, mais me semble assez modeste. Donc bref, pour finir, il y avait trop d'ambition sur un espace trop grand, ce qui a suscité des attentes trop grandes. Et après 2007, il y avait une année 2008, il me semble qu'il y avait une crise économique quelque part, et donc tout s'est effondré. Et je pense que, et ça c'est le conseil que je donne aussi au sein du conseil d'administration d'Esch 2022, les chances d'Esch de collaboration transfrontalière sont évidemment meilleures parce qu'il y a la proximité, il y a l'expérience, mais il faut déjà prévoir d'abord des structures financières, il faut prévoir des structures de coordination, et troisièmement, il faut prévoir une petite cagnotte après 2022 pour que les projets puissent continuer, peut-être 5 ou 10% du budget global, et il faut l'ancrer. Parce que nous avions aussi une cagnotte, mais on nous a, la crise nous l'avait enlevée. Très bien, merci. C'est un peu négatif, mais bon, il faut être réaliste. C'est le but de ce deuxième volet, hein, c'est d'insister sur les défis et ce qui potentiellement ne marche pas. Bon, vous voulez reprendre un coup la parole, allez. Mais... Après, vous la passerez à Lille, ça m'intéresse. Je veux réagir sur un point.
Le tout début de votre intervention sur l'aspect l'illusion. Non, il ne faut pas baisser les armes. Je reviens sur la présentation qui a été faite tout à l'heure. Et c'est quand même assez marquant. Le concept de capitale européenne de la culture, c'est un concept du XXe siècle. Il faut quand même être conscient de ça. Les enjeux du XXe siècle, ils sont effectivement régénérescence urbaine. Effectivement, ils sont avec des enjeux sociaux. Effectivement, ils sont des enjeux économiques et touristiques. Mais où sont les enjeux culturels? Nulle part, nulle part. On parle d'une capitale culturelle. Et les droits à la culture, c'est un terme, on parle de droits culturels dans nos 4 murs, mais les droits à la culture aujourd'hui sont des enjeux essentiels. Et c'est là que je ne peux pas laisser passer la notion d'illusion. Et c'est à travers ces réappropriations de ces droits culturels au sein des populations qu'on va pouvoir aborder ces enjeux de citoyens qui sont grandissants et on le sait très bien autour de nous. Et donc, je dirais, ce concept de capital culturel du XXe siècle doit absolument se repenser au XXIe siècle avec aujourd'hui des nouveaux défis très clairs qui se présentent à nous. Très bien. Et du coup, alors, les Lillois. Moi, je dirais qu'évidemment, avec une note positive, là, on parle de structures, de leviers financiers qui sont évidemment très importants et qui vont contraindre finalement des structures culturelles, des opérateurs culturels à se dire on va travailler ensemble parce qu'on va avoir des leviers financiers, parce qu'on va pouvoir aller plus loin. Mais cette notion de capital, elle n'existe pas sans ces opérateurs, sans les artistes et sans les associations et les structures qui la font vivre. Et donc, il y a cette dimension, il y a évidemment une dimension politique, on a parlé de marketing territorial, il y a toute cette question qui est derrière d'intuition et de volonté, mais ça semble indispensable et incontournable de se dire qu'avant tout, ce qui va faire le ciment, c'est les opérateurs qui, ensemble, vont faire exister les choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème soit de levier financier, je reprends les propos de M. Garcia, soit dans le cadre du transfrontalier où on a un pôle centre, on va dire, aller tirer un peu la couverture à soi, quoi. Est-ce que ça, vous l'avez rencontré comme problème? Ce qui est sûr, c'est que dans les leviers financiers, on a parlé d'Interreg, des difficultés administratives, même de statut entre ce qui est un intermittent en France, qui n'existe pas forcément en Belgique, des droits des amateurs. On rentre dans des dimensions au quotidien et que rencontrent les opérateurs au quotidien. Et aujourd'hui, ces leviers financiers, ils sont de plus en plus insaisissables, de plus en plus difficiles à s'approprier, et on parle des gros et on a des exemples de collaboration qui en effet se terminent et on retrouve une dimension concurrentielle et on part cette dimension de coopération. Mais je pense que s'il y a une force de cette capitale européenne de Lille, c'était parce qu'il y a eu cette volonté de travailler ensemble, que les opérateurs travaillent ensemble, et cette notion de réseau et de travail ensemble de ville à ville, de structure à structure, qui a fait ensuite vous en tirez un bilan plutôt positif pour Lille 2004 de en tout cas, cette un maillage avec, évidemment, sans utopie, mais avec un maillage territorial de structures qui a resté et qui évidemment perdure ou ne perdure pas, mais on ne peut pas ne pas vraiment parler bien des opérateurs, préparer le quoi. terrain finalement, quoi, et pas seulement arriver avec les idées, tout ce que vous dites, le maillage territorial, le travail entre personnes, entre structures. De structures, c'est évidemment la force de s'appuyer sur des structures existantes qui, parce qu'elles existent déjà, peuvent se tourner vers une transfrontalier, quoi. Merci, on va passer la parole juste à Timișoara un petit coup, et puis après je vous laisserai rebondir. Voilà, même question, quel défi vous voyez déjà venir éventuellement par rapport à ça? I also would like to go back to the illusion part, because we have lived that, and we have lived that during one of the most hideous regimes in Europe, and that was the communism. When culture was actually the resistance, when actually the tolerance and also the cross-border links between Timișoara and Serbia and Hungary made the city to start the Romanian revolution against communism.
So culture and multiculturality and diversity and cross-border cooperation, I would say, are still very, very important things in defining us as human beings in the now and in the future. And of course, there are obstacles in working on a cross-border cooperation project. It's not only us that are telling that. It's the European Commission that is telling that only on the internal borders we are losing 378, if I remember well, billions of dollars, of euros. Of course, because of customs, because of economy, because of employment, infrastructure, health, and so on, but also because of the lack of sometimes of cooperation in the culture field. From the point of view of the European Capital of Culture, there is no designated cross-border cooperation program. What you can do is just use the existing framework with the for us, with Serbia and with Hungary, Interreg projects, and try to adapt them in order to suit your needs as an European Capital of Culture. For sure, it will not be the main source of funding for the European Capital of Culture. Actually, it will be maybe the smallest part of the funding of the European Capital of Culture, for us at least, even if this project exists in the cultural program. In the investments or the capital part, Interreg programs could be interesting. Or for us, we're starting new connections in terms of mobility with the countries around us, with Hungary and with Serbia, both on sustainable mobility, but also on classic type. That will for sure increase all the accessibility of the area and the visibility of the area. But still, for designing a cross-border cultural project for the European Capital of Culture, I would say that is still difficult. And one last point: there is a threat in that, and the threat is, of course, the new type of populistic discourse in Europe. But I've seen that crashing in front of the border of a region that has a true identity. And I can see that in my region. The Romanian populistic discourse crashes on the border of this region. But also the Hungarian populistic discourse crashes on the border of this historical region, and sometimes even the Serbian one. So I would still say that there is hope from this point of view, even the threat exists. I will be short because most of the ideas were already talked about. I would just like to say that okay, we have. I would just like to talk about one kind of border that was not necessarily mentioned or less. We talked about our collaboration with Novi Sad and with Serbia, and we have some protocols. Okay, everything looks good. We have some Euro-regional protocol because we're both part of the Euro-region of Danube, Krish, Tisa, and Mureș, which is a Euro-region of about 2 million inhabitants. But we suffer when we're talking about mobility. For example, there is no direct train who would connect Timișoara from Novi Sad, or a direct bus. And of course, we can have common programs with them, we can build together, but our aim is to involve as many people into our program, to co-participate and to see what we're doing. And in the lack of this kind of means of transport, we suffer from this. I know the authorities are working, but it's a small border that we're still having. Of course, they build a bike trail, for example, which will connect Timișoara to Serbia, which is made, for example, until now only by the Romanian part. So we're still waiting for the Serbians to do their part. But it's a thing that
people are still working on, and we need it up to 2021. Très bien. L'histoire de la piste cyclable, ça ressemble à certains projets dans le coin aussi. On le fait d'un côté, pas forcément de l'autre. Allez-y, vous vouliez réagir un petit peu, dites-moi. Oui, je voulais aussi ajouter aussi ce problème transfrontalier peut aussi s'expliquer avec le temps que ça prend en fait de construire tous ces projets entre partenaires, avec les crises des capitales. On n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup de villes qui ont eu des grosses crises avec des changements de direction assez successifs, parfois même une année avant. Et donc, comment reconstruire un projet, ou en tout cas on cherche à déconstruire ce que le précédent a fait. Ça, vous l'avez vécu, c'est ça? Et nous, on ne l'a pas vécu à Mons. On a la chance d'avoir un commissaire qui est resté du début à la fin. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais pour étudier dans d'autres parties de ma vie, voilà, ça fait partie aussi du jeu. Et donc le temps est un facteur important. Je ne dis pas que les crises ne permettent pas de construire, mais c'est vraiment le temps et la confiance qu'on doit créer qui est très importante dans ce type de projet. Parce que voilà, c'est des histoires humaines finalement. Ensuite, il y a des problèmes de visibilité. Comment on rend visibles ces projets alors qu'on veut rendre visible notre propre ville? Voilà, et ça c'est aussi un vrai facteur important, puisque pourquoi on rendrait visible beaucoup plus, alors je parle de Mons, Maubeuge, Lille et Valenciennes, plutôt que Mons, dans notre année capitale. Comment ces villes-là viennent chez nous aussi, parce que ça, c'est tout l'enjeu. Alors nous, on a cherché des réponses, on a créé une maison des villes partenaires, donc on avait plus de partenaires, parce qu'on avait 3 français, mais on avait 14 villes partenaires, on les a invités plusieurs semaines à venir à Mons et présenter une partie de leur travail. On a mis des bus en place qui voyageaient dans toutes les villes. Voilà, c'était une de nos réponses, mais voilà, on cherchait cette visibilité et comment on ne se rend pas moins visible que nos partenaires transfrontaliers finalement. Ça, c'est quand même extrêmement important. Et puis, je dirais que il y a aussi un phénomène, et ça aussi on en parle moins, c'est que les réseaux des ICOC n'est pas non plus structurés finalement. Alors comment on peut demander à des villes d'être très avenantes avec leurs partenaires de leurs voisins, mais en même temps le réseau des capitales n'est pas structuré. Travailler avec notre propre co-capitale la même année, c'est extrêmement compliqué. Avec Pilsen, nous, ça s'est résumé à presque rien, malgré des volontés énormes et un nombre de rencontres assez impressionnant. Donc tout ça aussi joue dans le projet et la création même du projet. C'est trop ambitieux de vouloir, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, faire travailler les co-capitales entre elles. Pas trop ambitieux, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de temps pour mettre tous ces projets en place. Et c'est ça vraiment, et on le voit aujourd'hui, toutes les capitales commencent 10 ans avant. Et c'est aussi ça, je crois, les enjeux des nouvelles capitales. Robert Garcia. Alors, je vais juste rebondir sur le côté économique et illusion, et puis, avant qu'il ne soit trop tard, sortir du carcan habituel qu'on a quand on parle, quand les acteurs ou les organisateurs culturels parlent entre eux. Alors, la première chose, c'est, bon, j'ai fait un discours un peu « It's economy stupid », mais c'est vrai. Je prends un exemple que nous avions fait en 2007, c'était la collaboration avec Sibiu. La ville de Sibiu avait M. Klaus Johannes, le maire de l'époque, qui représentait une minorité de 3% de germanophones, voyait dans le projet commun avec Luxembourg une opportunité pour mettre sa ville économiquement sur l'échiquier européen, mais surtout allemand. Et donc, ils ont développé un projet urbanistique avec beaucoup de projets. Ils avaient 33 projets communs avec nous. Et je pense que c'est un exemple comment on peut se baser sur une réflexion économique et quand même arriver à des résultats culturels. Donc pour M. Johannes, c'était aussi un beau résultat parce qu'il est maintenant président de la Roumanie. Donc en termes de popularité, ça s'est aussi payé. Mais je pense que quand j'ai vu la ville de Sibiu en 2003 et après en 2008, c'était quand même une sacrée différence. Ça, c'était la première réflexion. Et l'autre chose, avant qu'il ne soit trop tard, il y a à côté des structures et à côté des projets culturels et des artistes, il y a un facteur que j'ai aussi commencé seulement à apprécier après 2007, c'est les publics. On ne parle jamais de public. Parce que je pense qu'une ambition d'une capitale européenne de la culture, c'est d'intéresser d'autres publics que les usual suspects, les habitants qui viennent à toutes les manifestations. Je me rappelle en 2007, on avait les publics qui venaient automatiquement aux manifestations et c'était plus de frontaliers qui venaient au Luxembourg que vice-versa. Il faut aussi l'admettre. Il y a plus de gens qui vont à la CUFA de Serge Bassot ou au Grand Théâtre que des Luxembourgeois qui s'aventurent jusqu'à Metz, à l'Arsenal ou à Völklingen, c'est clair. Et donc, une des ambitions doit être d'abord, par une programmation ambitieuse, de fidéliser la part hésitante de public, qui ne vient pas toujours automatiquement, mais qui vient quand c'est attrayant, et de
fidéliser de nouveaux publics. Et donc, je pense qu'un aspect, et que je pense qu'on va aussi faire à Esch, c'est de travailler avec les jeunes. Nous avions aussi beaucoup travaillé avec les jeunes, et c'est d'ailleurs la partie enfants et jeunes qui est restée de 2007 dans les rotondes. Et je pense que ça c'est économiquement parlant, c'est les clients, c'est pas seulement les publics, c'est les clients de ceux qui sont payés pour offrir des prestations culturelles, mais c'est aussi un facteur qui, sans tomber dans l'illusion, est quand même un facteur de rempart contre le national-populisme. Parce que le national-populisme est né de clivages socio-économiques. Ils sont présents, par exemple, au Luxembourg aussi. Hein. Et nous sommes le pays le plus apartheid du monde, avec 50% de la population qui ne peut pas voter. Mais quand même, nous avons des programmations culturelles qui atténuent quand même ce déficit démocratique. Et donc, je pense que le fait que chez nous, il y a peu de néopopulisme ou national-populisme tient à la stabilité économique et pas à des échanges culturels. Et donc, je pense que si on réfléchit à cette prémisse, on évite les illusions, mais si on travaille alors dans le secteur culturel sur des mesures ponctuelles, surtout envers de nouveaux publics, on peut quand même contribuer efficacement contre ces tendances qui risquent de faire écrouler l'Europe. Je peux réagir sur deux choses. Sûr, Désolé, je réagis toujours sur vous. Non, mais c'est intéressant. Il y a 2 points. Arrêtons de prendre les gens pour des clients. Ça, c'est le premier chose. Arrêtons. Ce sont des citoyens, et quand on ne changera pas notre état d'esprit par rapport aux personnes qui viennent dans une institution, ce ne sont pas des touristes, ce ne sont pas des clients, ce sont des citoyens, c'est déjà un premier état d'esprit qui change. Pour arriver à toucher ces citoyens, il faut toucher à quelque chose dont on parle peu. Je reviens sur votre intervention. C'est très bien d'avoir construit ce réseau. C'est très bien de mettre en place des structures qui travaillent entre elles. Je crois qu'on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là également à Mons. Mais la gouvernance de ces réseaux, la gouvernance des institutions, la manière dont on dirige et qu'on gère ces institutions, hein, si à un moment donné on prend les personnes devant nous, non pas pour des clients, mais pour des citoyens, je ne vais pas rentrer dans un détail, mais ça présuppose une révolution dans la gouvernance. Je ne vais pas plus loin. Alors moi, je rebondis. Oui, allez-y, mais après j'ai une dernière petite question, et puis on veut que le public, qui est central, comme l'a dit Robert Garcia à l'instant, puisse aussi poser des questions. Alors dites-moi. En étant très brève, parce que en fait, je me retrouve dans tout ce qui a été dit, y compris dans nos amis des pays de l'Est, et qui ont une caractéristique encore différente de la nôtre. Mais c'est vrai que mettre ensemble des gens pour travailler ensemble sur des projets communs, alors qu'ils sont issus de territoires différents, mais mesdames et messieurs en face de moi, nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses humaines. Et c'est vrai qu'on est chacun envahi par le temps, par le travail de tous les jours qui fait qu'on a le nez dans le guidon de nos projets. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement à l'Eurométropole, Lille, Courtrai, Tournai. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une grosse ville de Lille qui fait plus d'1 million d'habitants. Le reste du territoire, qui fait pourtant 3550 km², le reste du million qui reste, il est éparpillé sur Tournai-Courtrai, on l'a dit, mais plein de petites villes belges, avec plein de campagnes entre. Et Lille est entourée de plein de petites villes aussi, presque 90 ou 90 pour parler en français de France. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Parce que le premier frein qu'on rencontre, c'est que simplement les acteurs, pas que du secteur culturel, ne se connaissent pas, mais ils ne se connaissent même pas dans leur propre région. On a l'avantage en Eurométropole d'avoir par exemple culture.wapi. Je vous le cite parce que c'est une ASBL qui coordonne tous les acteurs culturels au sens court, au sens large du domaine de la culture. Et c'est vraiment super intéressant de travailler avec un organisme tel que celui-là parce qu'il fédère déjà sur sa propre région des projets et des acteurs très divers. Si on avait la même chose en Flandre et si on avait la même chose en France du Nord, eh bien je pense qu'on ferait des progrès quantiques sur la coordination de projets en commun. Je vois un autre frein, c'est le frein financier, on l'a dit, et je me retrouve exactement aussi dans nos collègues de Esch et du Luxembourg. On avait un programme de télévision transfrontalier qui reliait ensemble les 3 télévisions communautaires du territoire. Nos télé, la télévision communautaire de la Wallonie-Picarde,
WEO, la télévision communautaire du Grand Lille, et WETV pour la Flandre occidentale. Ces 3 télévisions communautaires faisaient des programmes Transactua, Transport, Transéconomique, etc., qui parlaient des activités de la région et qui touchaient un super large public, donc qui touchaient les citoyens lambda qui ouvrent leur télévision. Et Dieu sait si les gens de notre région regardent leur télévision locale, parce que c'est là qu'on va parler de leur projet le plus proche de là où ils vivent. D'ailleurs, il suffit de voir quand il y a les élections communales ou provinciales ou municipales, les gens n'écoutent pas les grandes télévisions nationales, mais les petites télévisions à côté, parce que c'est là qu'on va parler de leur élu du coin. Et donc, il y a ce problème de pérennité de l'argent. C'était les 3 télévisions communautaires, c'était un projet Interreg. Une fois que Interreg a eu fini, eh bien, l'argent n'a plus alimenté ces 3 télévisions communautaires. La culture étant le parent pauvre, comme vous le savez, de toutes les politiques d'Europe, eh bien, on n'a pas pu pérenniser ce programme. Alors, après, on en parlera dans le 3e volet. Il y a des solutions, il y en a tout plein. Et effectivement, comme le dit mes collègues de Mons, et je suis montoise moi-même, ce qui est un peu curieux, je suis née à Mons et j'ai fait toutes mes études secondaires là-bas. Mais le b.a.-ba, évidemment, c'est le local. Ce sont les gens, ce sont les citoyens, ce sont les petits projets. Et donc, oui, il ne faut pas toujours regarder grand et large, même si on est des grands territoires. Il faut travailler à partir de ce qui existe déjà et commencer à fédérer ensemble. Voilà. Et je pense aussi, oui, le 3e frein que j'avais vu, qui était vraiment incroyable, c'est que mais mon Dieu, pourquoi on sépare la culture de tout? La culture, c'est dans tout. Quand on fait un projet social ou socio-économique ou de développement durable, il y a forcément de la culture derrière. Et donc, pour rebondir sur mon collègue Montois, du coup, tant qu'on n'a pas compris au XXIe siècle que la culture est vraiment le vecteur de la nouvelle gouvernance pour les années à venir, on n'a rien compris. L'enjeu du 19e siècle était, à mon sens, social, au 20e siècle économique, et il est culturel au 21e siècle. Culturel, pas culture. Regardez la définition du mot culturel au dictionnaire, vous verrez bien effectivement qu'il ne se limite pas à nos 4 murs dans nos salles de spectacle. C'est quelque chose de bien plus large. Et l'enjeu, à mon avis, il n'est pas économique, il n'est pas touristique, il n'est pas territorial, il est culturel. Enfin, donnons un objectif culturel à une capitale européenne de la culture. Je veux dire, c'est quelque chose quand même qui est basique. Très bien, ça doit inspirer, j'imagine, tous ces propos, celles qui vont l'être, les futures capitales européennes. Avant de poser la 3e question, j'aimerais vraiment déjà interroger un peu le public, puisqu'on voit que tout ça fait un peu débat. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée, éventuellement. On va monter tout là-haut, là, chez les montagnards. Voilà, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, moi je crois qu'il y a une chose auquel on ne pense pas dans les difficultés transfrontalières, c'est les difficultés administratives. Je vais prendre 2 exemples très concrets. Alors, je ne sais pas si une capitale européenne de la culture peut les résoudre, mais quand moi, au Luxembourg, je monte des dossiers avec la direction régionale Grand Est, bon, ça complique déjà plus parce qu'avant c'était la Lorraine, mais maintenant c'est le Grand Est. Un exemple très bête. Sur un dossier de demande de subvention, on me demande mon code postal. En France, c'est 5 numéros. Au Luxembourg, c'est 4. Donc, si j'en mets 4, ça passe pas au niveau informatique. Donc je mets un 0 devant pour qu'il passe. Sauf quand il m'envoie un courrier avec un 0 devant, il n'arrive pas à la culture fabrique parce que c'est pas le bon code postal. Quand on me demande mon numéro, c'est 14 numéros au Luxembourg, c'est 12 en France. Donc je peux pas mettre mon numéro de téléphone sur le dossier. Donc quand il m'appelle au téléphone, la secrétaire, il me trouve pas. Un des exemples très classiques. Sans parler même des exemples de statut d'artiste, etc., etc. Donc je voulais savoir aux partenaires qui ont vécu aussi ça. Je pense qu'il y a un des gros enjeux sur le développement transfrontalier, c'est bien cette réalité administrative. On l'oublie souvent et je voulais juste soulever ça. En dehors des problèmes de mobilité, en dehors même des problèmes de langue qui ne sont pas pour moi les plus importants, mais des choses comme ça, sur des enjeux de développement qui sont énormément difficiles pour ceux qui pratiquent le transfrontalier. Alors Mons ou Lille, comme vous avez déjà été capitale européenne de la culture, est-ce que Mons peut-être? Alors, nous, à Mons, dans le cadre de notre capitale européenne de la culture, on n'a pas été confrontés à ce problème administratif parce qu'on a fait tout en coproduction, donc en partenaire à partenaire. Donc, ça a beaucoup réglé le problème de ces projets. Mais par contre, un des facteurs, et on parlera peut-être de l'arrêt du centre transfrontalier entre Mons et Maubeuge, c'est justement cette difficulté de suivre les projets Interreg, de ces pièces à rentrer sans arrêt et à justifier chaque dépense, qui peut être aussi un facteur qui nous
pousse à rembourser de l'argent, parce que si une pièce n'est pas acceptée, eh bien le projet s'arrête. Je peux donner, alors je ne travaille pas pour Mars aujourd'hui, qui était l'ancien manège, mais je sais que sur le dernier projet Interreg qu'ils avaient, ils ont dû rembourser presque 100 000 euros, parce qu'une série de pièces ne rentrait plus. Et donc voilà, ça fait aussi partie des freins à la fois administratifs, mais aussi un suivi. Il y avait des gens au manège à l'époque, il y avait 3 personnes consacrées à temps plein au suivi des projets Interreg, parce que ça demandait vraiment un temps complet là-dessus. Moi, je vais aller au-delà de la case administrative. Si on ne rentre pas dans la bonne case, tout simplement, on est éjecté. J'ai un traumatisme Interreg qui en fait n'en pas un, puisque ça a été une expérience extraordinaire. J'ai essayé de monter un projet avec le Palais des Beaux-Arts de Lille, avec le Louvre-Lens, avec le Musée du Design de Gand, avec l'Université de Gand, avec l'Université de Mons et avec l'Université de Lille, je ne sais plus très bien laquelle. 1 an et demi de travail. Un projet où on essayait de mettre les musées et la culture au cœur du développement d'une économie circulaire et d'une économie de l'entrepreneuriat. Laurence Moyard, qui est quelque part là, connaît bien le dossier, puisqu'on a travaillé ensemble, pour nous entendre dire « Ah oui, votre projet est génial, mais il ne rentre pas dans la bonne case. » Aujourd'hui, il n'y a que l'économique qui veut qu'on développe. Si vous regardez les projets Interreg, les projets précédents, c'était tourisme, et patrimoine, parce que ça rapporte de l'argent. Maintenant, c'est économique, mais pas question qu'un projet culturel ait une ambition d'entrepreneuriat économique. Hein. Ah non, vous ne rentrez pas dans la bonne case. Désolé. Avec des partenaires quand même relativement solides au niveau territorial, on nous a purement et simplement remballé parce qu'il n'y avait pas la case dans laquelle on pouvait répondre au projet. Ceci dit en passant, c'était une aventure fabuleuse. Le chemin de travail avec l'ensemble de ces institutions, chacun a développé chez soi le projet qu'on a voulu mettre en place ensemble. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Très bien. Allez, on se fait d'autres questions un peu comme un jeu de ping-pong, là, en essayant d'être... je ne sais pas qui a des questions. Vous voulez pas jouer au ping-pong? Non, moi j'ai une question du coup, alors je peux, si je prends. Comment on fait, et alors là, peut-être Robert Garcia ou Lille, je ne sais pas, au Timișoara, mais vous n'avez pas encore été capitale européenne de la culture. Comment on fait? Parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a être capitale européenne de la culture pour exister sur la carte de l'Europe, et puis parler du territoire, de régénération, etc. Et ça va vraiment être le défi pour Esch en tout cas, puisque... on n'est ni Luxembourg, ni Paris, ni... Donc, est-ce qu'on va réussir à concilier ces deux enjeux, tout simplement, à attirer des gens qui viennent de loin, qui ont peut-être une exigence sur certaines programmations, ou à travailler dans le micro-local, sur des choses qui intéresseront peut-être moins les gens qui viennent de loin? Est-ce que c'est faisable? Bon, donc, on revient sur les publics. Voilà, mon dentiste dit toujours, tu es patient, mais tu es aussi client. Et donc, le public, c'est aussi des clients. Et si, évidemment, comme tu as raison, c'est des publics. Il faut aussi, de nouveau, ne pas faire des illusions que la capitale européenne de la culture, c'est comme les championnats du foot, où il y a des fans qui se déplacent avec des moyens considérables pour avoir une place dans un stade, etc. Il y a le public migrateur est très limité. Et donc, je pense que déjà, si on a l'ambition d'attirer un public régional, c'est déjà très, très bien. Et s'il y a un public régional, mettons, dans un rayon de 100 km, qu'on peut attirer avec une programmation attractive, c'est déjà très, très bien. Et le reste, c'est un peu un luxe. Hein? Si vous voulez, par exemple, je suis toujours très, très concret. Oui. Mais Marseille, par exemple, n'a pas réussi à attirer, à changer carrément son image au niveau national, voire international, non? Oui, mais on parle d'Europe. Hein. Marseille était quand même aussi un projet très franco-français, hein, parce qu'il était quand même loin des autres pays. Je prends un exemple. On voulait attirer en 2007 un public anglais, britannique. On a fait une annonce dans le Guardian et l'Observer. Ça nous a coûté, avec tout ce qui était autour, 100 000 euros. Évidemment, il y avait beaucoup d'Anglais en 2007 au Luxembourg. Si on répète ça avec d'autres publics cibles, avec les 28 pays, 27, disons, c'est beaucoup d'efforts pour un public qui est intéressant pour les bilans, parce qu'on peut dire on a eu 4200 Estoniens qui sont venus,
Mais pour la cohérence du projet, disons, transfrontalier, ce n'est pas très intéressant. Donc, il faut quand même se focaliser sur une programmation, disons, dans un rayon de 100 km. Je pense que ça, pour moi, c'est impératif. Et pour Esch, c'est vraiment très facile parce que le partenaire français, il n'est pas beaucoup plus... Bon, il est la même taille que Esch si on prend les 10 autres communes. C'est très équilibré. Et nous avons de toute façon des flux, hélas, unidirectionnels. Il y a tous les matins, il y a 90 000 Français. 102 000 maintenant. 100 000 déjà Français qui tous les matins viennent du côté luxembourgeois et qui travaillent déjà du côté luxembourgeois. Donc il faut aussi amener les Luxembourgeois de l'autre côté. Et ça va être un vrai défi. Il y a l'idée dans ce flux à sens unique qu'il ne se passe rien d'intéressant de l'autre côté de la frontière s'il n'y a pas de dynamisme économique. Ça va être un vrai défi, alors que c'est faux, évidemment, il s'y passe des choses. Oui, dites-moi. Il est vrai que, effectivement, je pense que là va résider le problème principal, c'est de faire venir les Luxembourgeois en France pour voir des activités culturelles. Oui, ceux de Luxembourg à Esch, bien sûr, mais les Echois également, donc, dans les territoires français qui feront partie de la capitale européenne. Si effectivement on remarque qu'il y a beaucoup, par exemple, si on fait du théâtre du boulevard à Esch, la salle est pleine. Hein, donc, des gens qui aiment ça et qui viennent de France, donc remplir le théâtre. Effectivement, je n'ai jamais ou peu entendu que des Luxembourgeois se déplacent en masse pour aller voir. Sauf au Festival du film italien, parce que tout le monde bien est italien. Bien sûr, qui est une belle coproduction, bien sûr, qui est faite donc par la ville de Villerue, mais avec l'aide de la CUFA, avec la ville d'Esch. Donc là, on est déjà totalement dans le projet transfrontalier depuis des années déjà. Mais il va falloir amplifier cette démarche sur d'autres événements. Oui, je pense qu'il faudra donc faire effectivement là l'effort principal, et c'est là également que le GECT devra jouer son rôle qui est là donc pour faire collaborer les différents groupements européens de coopération transfrontalière, voilà, GECT. donc, qui a un personnel, qui a une vocation à faire circuler l'information aussi, parce que s'il est vrai que les Français sont souvent au courant de ce qui se passe au Luxembourg, parce qu'on cible également dans notre publicité ce qui se passe au Luxembourg. Les Luxembourgeois, il faut le dire aussi, ne sont pas souvent informés de ce qui se passe en France. Donc je pense que là, il faudrait... On a une question ici. Il faudrait donc améliorer la communication. Voilà. Monsieur Vinchon. Bonjour, oui, Emmanuel Vinchon, un ancien de l'île 2004, l'île 3000, Mons 2015, etc., et qui actuellement est à Esch. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les oppositions entre tout ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets intéressants, mais c'est comme si ça s'opposait entre le local et l'international, entre la fierté des gens, la proximité, la distance, alors qu'en fait, l'importance et le succès d'une capitale européenne de la culture, c'est de jouer avec tout. Il y a une opposition dès le départ entre des stratégies. La stratégie de l'Union européenne, c'est de faire exister une Europe dont tout le monde n'a rien à foutre, en gros, à part au Luxembourg, qui est un des rares pays qui s'intéresse vraiment à ça et qui est construit autour des déplacements, des migrations, etc. Alors qu'en France et dans d'autres pays, c'est plutôt un blocage. Et quand on demande aux villes, il y en a plein en France qui se battent déjà pour être capitale européenne de la culture, elles veulent toutes simplement exister sur une carte, être les plus belles, les plus riches et les plus attractives. Donc il y a une opposition qui, si il n'y a pas un frottement, à un moment donné, ça va être un vrai blocage. Alors que l'intérêt, c'est justement qu'on s'engueule entre l'Europe et les villes, entre les commanditaires, les artistes, les habitants, etc., pour que quelque chose sorte de ces frottements. Sinon, on ne va pas très loin et on se pose un problème. Donc le problème du local qui a été évoqué par Mons 2015, pour avoir quand même été plus qu'impliqué dans cette histoire, ça marche à condition effectivement de travailler non pas sur une clientèle, mais sur des collaborations avec des habitants pour non pas leur apporter la culture, comme des missionnaires apporteraient une religion je ne sais pas où, mais sur une collaboration partant des cultures de nos voisins avant de fabriquer des opérations culturelles importantes. Mais pour que ça marche en même temps, et c'est 2 ans de travail, et Loïc le sait bien là-dessus, c'est 2 ans de travail pour y arriver, mais le succès ne marche que si on a une fierté internationale. Ça me rappelle un peu le résultat de l'île 2004. Le 6 décembre 2003, si l'île a été marquant, c'est pas grâce aux médias français, c'est grâce aux médias belges. Dès le lendemain, couverture de 2 médias belges. Il a fallu attendre 24 heures pour que les médias nationaux français se disent « Merde, on a loupé quelque chose ».
Et c'est amusant, ça. Mais c'est partout pareil. Et en Belgique, finalement, il a fallu que les Français et les Flamands mettent en valeur Mons pour qu'on comprenne un peu plus ce que ça voulait dire. Et il a fallu que les touristes viennent en masse pour, à un moment donné, sur la place de Mons, pour qu'on s'aperçoive que les vieux, les seniors qui venaient en bus, etc., racontaient quelque chose. Et c'est là où les politiques se sont dit, oui, c'est une réussite. C'est pas en allant sur le territoire quand on leur a dit que les habitants étaient impliqués. Ils l'ont compris dans le deuxième temps. Il a fallu que les touristes viennent pour que les politiques se disent, zut, c'est un succès. Et le public par rapport aux touristes, il dit quoi? Si les gens viennent de plus loin, c'est que ma ville, mon endroit si mérite. Si vous avez votre photo dans la presse parce que vous avez travaillé pendant 2 ans et que les médias viennent faire des reportages, vous êtes fiers. La fierté qu'on a sur une capitale européenne de la culture, c'est pas parce que dans la presse on dit qu'il y a eu 500 000 personnes qui sont venues voir un spectacle, c'est parce que vous-même vous connaissez quelqu'un qui est cité dans le média ou parce que vous avez participé, vous avez passé des nuits entières à donner un petit coup de main, même en bénévole juste la nuit de l'ouverture, etc. Et sur toutes les villes qui ont réussi, cette implication est importante, mais elle ne marche pas s'il n'y a pas une réussite médiatique. Rappelez-vous Marseille, puisqu'on l'évoquait, le succès de Marseille, il n'a marché que 3 mois après, parce que la presse nationale a démonté complètement la fête d'ouverture qui n'était pas totalement réussie, et il a fallu que ce soit le MUSEM, un équipement culturel dont tout le monde a parlé, pour que ça marche, et souvent on s'aperçoit que cette capitale était intéressante parce que l'aspect touristique était nouveau. Et puis 2 mois après, il a fallu que les quartiers nord disent qu'ils étaient oubliés pour recasser ça. Mais c'est pas grave, ça frotte, ça bouge et ça devient intéressant. Et je reprends l'exemple de Robert Garcia sur le côté international. Justement, je pense pas non plus qu'il faille l'imposer. J'ai un exemple de l'île 3000 lorsqu'on avait travaillé sur la question de l'Inde. Le premier public qui est venu pour l'île 3000, alors qu'il n'était pas venu pour l'île 2004 grande masse, c'est lorsqu'on a monté l'opération Bombe et Z-Île avec une thématique. Donc la question des thématiques, la question des sujets qui permettent à l'international de se retrouver dans le local est primordiale. Et on l'a vu un petit peu à Mons parce qu'il y avait des nationalités diverses, bien plus à Roubaix d'ailleurs qu'à Lille. On l'a vu beaucoup à Mons en Belgique, comme l'a dit Loïc, parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens. À Esch, c'est un bonheur. Pourquoi aller chercher l'étranger alors que l'étranger il est déjà ici? Vous avez déjà l'Europe, Esch est la capitale de l'Europe naturelle, plus de 122 nationalités, c'est-à-dire qui ne sont pas toutes européennes bien évidemment, mais ça veut dire que la question de la proximité, elle peut se faire à grande distance, avec Kaunas ou avec d'autres, comme elle peut se faire à proximité. Mais l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Très bien. Et alors on a une autre question là-haut, c'était très intéressant, merci. Et peut-être nos amis de Timișoara pourront aussi réagir à tout ça. Je suis très content de voir ici tant d'expérience, tant de soucis pour le citoyen et tant d'illusions en même temps. Expérience pour ceux qui ont déjà vécu le titre de capitale européenne de la culture et les autres, bien sûr, pour ceux qui vont jouir de ce titre. J'ai une question simple, si vous voulez, si je vous pardonne, je vous demande le pardon pour cette simplicité. Compte tenu de toutes ces expériences et de tous ces statuts, jusqu'à la fin, quel considérez-vous qu'est le but fondamental du titre des capitales européennes de la culture en relation avec les citoyens? Donc les situations sont différentes. Au moins 2 réponses, je ne sais pas. Possible. Oui. Quel est le but fondamental? Une capitale européenne de la culture. Les buts peuvent être multiples, mais le but fondamental de ce titre pour les citoyens, en relation avec les citoyens. Merci. Alors, Timișoara, ça me ferait plaisir que vous répondiez un petit peu. Quel va être le but premier pour vous? The first goal. Yeah. But I'm pretty sure that nobody can answer that because all of the projects that are winning the title of European Capital of Culture have different objectives for their citizens. In our case, it was more like a community project. It was a project that was dealing with the passivity, with bringing energy into the community, bringing civic engagement, and actually looking at or using culture to reach these goals. Of course, other goals too, but this was the most important. But I'm sure that's not the case. Maybe to local first. Thinking local first. Yeah, because we were looking at the transformation of our city,
in the beginning, and of our community and of our society, and then radiating this to our region and then to Europe as much as possible. Yeah. Ça fait penser un petit peu à Mons, finalement. On a l'impression dans le discours qu'il y a des défis qui sont assez importants. Et pour vous, c'était ça, le premier but d'une capitale européenne? On en parlait au petit déjeuner. C'est de retrouver un lien généalogique entre l'histoire, le patrimoine, le citoyen et les musées. Un lien de filiation. Vous savez, je prenais un exemple, et c'est ça qui est terrible dans ce qui se passe le plus souvent. C'est que vous avez un couple qui fait un enfant ou qui adopte un enfant. On prend l'enfant, on l'éduque, on lui fait une belle tête, bien pleine, bien remplie, et puis on le rend au couple. Voilà, c'est votre enfant. Ben oui, c'est vous qui l'avez créé, il vient vous l'avez génité. Mais non, c'est pas, vous l'avez éduqué, on l'a perdu. C'est un peu ça ce qui se passe très souvent. On confisque la culture, on crée des événements, on crée des projets à partir de l'histoire qui appartient aux gens, et puis après on a cette audace de dire, voilà, on ouvre la porte du musée, voilà, c'est vous ça. Ben non, on le sait, ça ne marche pas. On s'étonne de voir les touristes débarquer, mais on s'étonne de voir que les citoyens ne viennent pas dans nos musées. Parce qu'on a perdu cette filiation, on a perdu ce flux naturel où les enjeux du présent se reconnectent à l'histoire passée pour alimenter le débat et les solutions d'aujourd'hui. Cette définition de la généalogie, je la trouve très intéressante. Robert Garcia? Oui, très brièvement. Je pense que ça a déjà été évoqué. Les capitales européennes de la culture ont changé un peu de paradigme parce qu'au début, c'était quand même plus une relation entre public passif qui viennent voir un beau spectacle créé par des créatifs, tandis que maintenant, c'est plutôt la participation citoyenne en amont qui est plus importante. Je me rappelle, en 2007, on n'avait pas du tout ça. Donc, on a fait un programme entre professionnels et c'était bien. Tandis que j'ai après beaucoup accompagné Donostia San Sebastian. Et là, le chemin vers la capitale européenne de la culture était plus important que l'année butoir en soi. D'ailleurs, le chemin était mieux que l'année en soi. Et je pense que beaucoup de villes vont maintenant dans cette direction. On le sent déjà. C'est la cohésion sociale et culturelle, pour ne pas oublier la culture, qui est plus importante pour une ville que le résultat final qu'on peut exposer à un public international local. Et je pense que ça, c'est très important. Et alors, ça va me permettre d'enchaîner sur la dernière question que j'ai pour vous, parce qu'on a parlé du chemin pour aller jusqu'en 2022, par exemple, mais il y a l'après. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est comment on pérennise l'action culturelle transfrontalière, ou comment on essaie de le faire. Alors, on peut commencer avec Lille, éventuellement. Comment vous avez tenté de pérenniser l'élan? Au qu'on construit, on vient de le dire, participation, faire venir des citoyens, c'est d'abord les faire participer, non pas parce qu'on plaque une idée et qu'on leur dise, ben voilà, mettez-vous à l'action, c'est plutôt qu'on va chercher ce qui est déjà en action. Et on a un grand projet emblématique de l'Eurométropole qui s'appelle le Parc Bleu, qui est vraiment de mettre en valeur et de mettre la lumière, le focus sur tout ce qui existe déjà autour d'une thématique qu'on a pris, ben voilà, merci, il y en a encore 7 de l'autre côté si vous voulez, autour de l'enjeu de l'eau. L'eau traverse les frontières sans savoir qu'il y a une frontière par-ci, par-là, et l'eau existe sous une multitude de formes. On voit le développement durable à travers ça, mais on voit aussi des enjeux de construire des points de vélo. Comme on est du côté de la Flandre, ils sont super à la pointe, ils nous inspirent. Et donc, ça provoque des idées en chaîne, ça provoque de l'innovation. En même temps, ça refait
se raconter des histoires entre les gens. En fait, qu'est-ce que les gens aiment le plus faire dans la vie quand ils se rencontrent, à part de parler de la pluie et du beau temps? C'est de se raconter des histoires de qui on est, c'est quoi notre façon de vivre, comment on mange, où on va en général, et se rapprocher. Et tout ça, c'est le lien culturel. Et donc, le Parc Bleu fait ce lien culturel sur des projets le long des voies d'eau, des cours d'eau, des canaux. On reconstruit, on appelle ça un parc. Ça fait peut-être penser au parc d'attractions, mais l'attraction, là, c'est les gens. C'est les gens qui se racontent. Il y a un carré bleu, parce qu'on a la chance d'avoir un circuit bleu qui forme une boucle avec le canal de Roubaix, le canal de l'Espierre, la Lys, la Deule, etc. Autour de ça, il y a des tonnes et des tonnes de projets qui existent. Mais il n'y a pas la lumière médiatique dessus. Alors il y a les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, ça foisonne aussi. Il y a une cartographie qui est en place. Et alors, il y a un coup de projecteur financier aussi. On s'est dit, on a de l'argent. Pourquoi mettre de l'argent sur des projets institutionnalisés? Piratons l'institutionnel. L'Eurométropole est occupée à tout pirater. L'Europe, mais gentiment, et avec sa collaboration, l'institutionnel eurométropolitain, nos propres intercommunales, pour pouvoir fabriquer des choses à partir du concret, c'est-à-dire à partir de ce qui existe déjà, en fédérant et en faisant connaître. Mais ça, c'est un des éléments qui fait qu'un projet peut perdurer. Je retiens à pirater l'institutionnel, si j'avais dû écrire un article là-dessus. Très bien. Timișoara, peut-être, comment vous envisagez, même si c'est encore loin, de pérenniser l'action transfrontalière? I just wanted to mention something about this aim that we're having. We noticed in the previous years that it is very hard to get the people out of their comfort zone. They go to work, they go home, then, and it's hard to get them out of their houses, first of all. So we tried to involve directly into their lives through our programs. For example, we try to have intervention in small communities, like small neighborhoods or small villages. Of course, in the first moment, they looked at us a little curious because they were not used to having something happening exactly in front of their house or on the corner of their street or in the bus station that they are using every day. But we noticed that their reaction changed from one day to another and then from 1 week to another, and we're going to explore this in the following years. For example, we started with collecting stories from usual people, and they realized that they can also do this, also collect stories from their neighborhoods, from their family and so on, and give it to us, and we can transform it into theater plays or and so on. We took painters, for example, in the neighborhoods, and first of all, people saw them painting in public spaces, and okay, they're painting here, but then they started to interact with them, and the next product was that they were starting to work with them. Okay, the painters started to create a work with active participation from the public. So okay, the steps are really small, but if we're not doing them, we will not reach our aim until 2021. For example, this year we were going to have, because we're talking about cross-border cooperation, we're going to have a project right at the border with Serbia, next to the Serbian region of Bačka. This is a region inhabited both by Romanians and Serbians, and our project will take place both in the Romanian villages, in the Romanian part of Banat, and also in the Serbian villages in the Serbian part of Banat. So there will be one day here, one day there, and we hope in this way we will encourage the collaboration between people in the two villages, first of all, but also making them realize that something can happen in their community, and by involving them, we're trying to encourage them to build something into their community, because the aim of Timișoara 2021 is not to build something for 2021 and then okay, close our doors and leave after 2021 and whatever will happen then. The idea is to build something for the following years. We have some programs that we're going to develop in the next years. We have some programs with the communities of Romanians in Serbia, because there are pretty big communities of Romanians in Serbia, and they're struggling to keep their traditions and their customs and so on. Not
not necessarily in the past generations, but in the newest generation, because the youth are having other aims and other temptation and so on. And we're trying to intervene even over the border, of course, with the help of our colleagues from Novi Sad 2021. We have some common programs with this. But the main idea that we're having is to try to involve as many people as possible, but also from smaller communities, to decentralize everything that is happening, if I may say so. May I just add that actually this is not enough for sustainability of cross-border cooperation in general. And I think changes should be made in also on the level of the institutions and structures dealing with the cross-border programs. And if I was looking well in terms of European grouping of territorial cooperation, there is only one management authority, and that is for the Great Region, if I read well. So if you're bringing the management authority, now we have the management authority of Interreg programs in our ministries, in the government, both for Romania, Hungary, and Serbia. But if you're bringing this closer to the people, on the local communities, on the regional level, on the local level, you might be surprised on how this could better work in terms of using that funds in the future for culture too. Merci. Donc on voit que c'est encore loin, mais il y a déjà des perspectives. Mons, comment on pérennise? Il y a Mons 2025, donc c'est ça? Alors le nom ne veut pas dire grand-chose pour nous. En fait, c'est un projet de ville à l'horizon 2025. C'est un nom qui a été mis à la sortie. Vous êtes, voilà, dans l'urgence, c'était 2025 qui est venu. Ça pose même un problème chez nous puisqu'on nous demande qu'est-ce qui va se passer en 2025. Et donc ça, c'est un autre problème. Et voilà, il faut encore réfléchir à cette forme. Mais bon, déjà après la capitale, alors nous, on est plus proche que Lille, mais il y a quand même une belle phase de dépression, il ne faut quand même pas l'oublier. Une bonne année compliquée, où il faut tout clôturer, où on passe d'équipe à 140, où est-ce qu'on se retrouve à 12 pour clôturer le projet de tout le monde, et on ne sait pas d'où ça vient. Et des choses mais très bêtes, hein. Une imprimante qui disparaît, où est-ce qu'elle est? Personne ne sait. Enfin voilà, c'est des choses bêtes du quotidien, mais hormis de reconstruire un nouveau projet. Elle est en 2025. Et voilà. Et donc aujourd'hui encore, on retrouve des cadavres cachés dans les placards de 2015. Donc ça joue le jeu jusqu'au bout. Des équipes qui changent, il ne faut pas l'oublier aussi. Si le commissaire reste, ça peut être très, très intéressant. Nous, tout le monde est parti. Aujourd'hui, on n'est plus que deux d'origine, en tout cas à la fondation. Après, pour le pôle muséal et Mars, c'est autre chose. Mais voilà, donc on a construit, nous, un nouveau projet qu'on a mis sur la table qui est en cours. Donc on a une biennale sous la forme de Lille, qui est aussi notre exemple et notre voisin, comme toujours. Et donc on a commencé cette biennale via la mise en place d'un nouveau contrat. Alors c'est un contrat européen pour le coup, mais avec un nom extrêmement barbare. C'est un contrat horizontal non institutionnalisé, qui nous permet tout simplement de faire des coproductions sans être facturé en TVA. Tout simplement, voilà à quoi ça sert. Il y a cette question-là derrière, puisque sinon on devait se refacturer entre partenaires. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et on construit ensemble avec ces trois partenaires, donc avec Mars et le pôle, avec Xavier, sur cette nouvelle construction. Et disons que sur le transfrontalier, on s'est pratiquement replié sur nous-mêmes, puisque Mars, je l'ai dit au tout début de la présentation, ne travaille plus avec Maubeuge, et on n'a pratiquement plus de relation avec Maubeuge aujourd'hui. On travaille encore avec Lille, puisque comme ils sont aussi dans leur nouvelle biennale qui commence là incessamment sous peu, on échange des artistes dans une phase, donc plutôt des fresques murales, des artistes mexicains qui viennent chez nous, des partitions qui seront travaillées. On fera un week-end spécial Lille 3000, donc voilà, on va continuer à travailler avec Lille particulièrement. On travaille beaucoup plus sur des coproductions d'institutions et de théâtre, ça reste toujours. Puis je dirais, en fait, c'est le non-institutionnel qui travaille le transfrontalier aujourd'hui, parce que finalement, ce sont les petites associations qui s'emparent du transfrontalier par des confréries, par toute une série de choses. Et dans le projet que nous, on a pérennisé donc du Grand 8, donc ce travail avec les habitants, les associations, enfin, le terreau local, c'est eux qui invitent, en fait, leurs partenaires transfrontaliers à venir travailler. Et c'est ça qui devient amusant, c'est-à-dire que nous, on a balayer, je dirais, un peu cette question aujourd'hui,
Donc on ne la pratique plus au quotidien, mais on nous la ramène par un non institutionnel. Et ce qui nous fait poser la question sur un futur projet, justement, on va se réouvrir beaucoup plus aux frontières, notamment travailler sur le Hainaut, parce que le Hainaut belge et le Hainaut français, et même à des partenaires beaucoup plus larges, parce qu'on s'aperçoit que voilà, on a construit ensemble et c'était intéressant, mais il nous manque cette dimension finalement du voisin, et même dans des projets locaux, il faut que le voisin intervienne, parce que sinon on fait que ça popote interne et c'est pas très intéressant. D'accord, donc ça a l'air d'être une véritable course de fond après pour continuer à alimenter tout ça. Lille, peut-être un retour d'expérience aussi? Oui, on en a parlé déjà de l'île 3000 qui a été donc l'héritage de cette l'île 2004. On a pris d'ailleurs l'île 3000 pour se garder de la marge en termes de temps. Et ce dont on n'a peut-être pas parlé quand on a parlé de levier financier, parce qu'il y a quelque chose qui a été important à Lille, mais j'imagine aussi dans d'autres capitales, c'est les leviers financiers de mécénat, la manière dont, à l'occasion d'une capitale, on a fédéré un certain nombre d'entreprises, d'industries, de mécènes qui ont contribué à financer à leur hauteur toute une programmation très vaste. Et c'est aussi ces mécènes qui continuent aujourd'hui à accompagner la Ciudad 3000 dans le cadre des éditions. En effet, on va rentrer dans la nouvelle édition Eldorado le 27 avril, donc on est très proche. Donc cette dimension de capitalisation aussi des énergies et des financements sur lesquels on s'appuie. On en a parlé de structures qui doivent vivre, et c'était un des points forts de la candidature des maisons folies au niveau lillois et évidemment français, mais aussi transfrontalier, avec les difficultés qui ont été décrites, sur lesquelles on s'appuie et qui continuent à vivre aujourd'hui, avec toujours cette question de qu'est-ce qui se passe après, est-ce que ça va continuer, et de quelle manière les choses sont faites. Et pour réagir à votre question tout à l'heure sur le sens d'une capitale, moi j'ai le mot, on a parlé de participation, moi je parlerais d'appropriation, par les habitants de leur territoire, de fierté. Et c'est quelque chose qui, une fois qu'il y a Lille, ça a vraiment marché, j'ai le sentiment. Qu'une graine est mise dans la tête et instituée, et qu'on y croit, puisque lorsque la grande parade en 2004, les forces ont parlé de 80 000 personnes et qu'il y a eu 1 million de personnes, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une mayonnaise qui a pris, et cette petite graine, elle reste, et la notion d'appropriation, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, on travaille à la ville, évidemment avec l'île 3000, à cette dimension de participation, de la dimension aussi, on a parlé des publics, mais on pourrait parler de quel public, toute la dimension de former des nouveaux publics, et donc la question de travailler avec les écoles qui est fondamentale et qui vient de ce moment-là et qui perdure aujourd'hui. Donc cette notion d'appropriation et de fierté. Et tout ça, le point de départ, c'était 2004, voir le chemin qui a été fait avant. Donc c'est qu'il y a quand même des choses à faire. On a 3 minutes pour conclure, 3, 4, 5, allez. Les choix, alors Robert Garcia, peut-être une remarque, et puis je terminerai par Monsieur Knaf. Je ne suis pas échois, mais du Langeois. Et c'est pour ça que je rappelle quand même que dans le projet, oui, dans le projet échois, on a oublié de dire pour les luxembourgeois qui sont ici, il y a encore 10 autres communes. Voilà. C'est toutes les communes de Pro-Sud, en fait. Voilà, donc 11 petits duchés au sein du Grand Duché. Et parfois, la collaboration entre ces petits duchés est plus difficile qu'entre les partenaires transfrontaliers. Donc, comme M. Knaf l'a dit, il y a des structures qui existent entre Esch et les partenaires français. Mais au sein de ces 11 communes, il y a encore beaucoup à faire. Ça va être à construire, ça aussi, à pérenniser. Donc, pas plus tard que le 22, on aura un séminaire pour discuter un peu de la collaboration sur le niveau culturel, mais aussi sur d'autres niveaux, entre déjà le côté luxembourgeois. Et après 2022, il faut aussi songer que du côté français et belge, il y a aussi d'autres territoires que la vallée de la Haute-Alzette. Donc, il y a des défis encore transfrontaliers après 2022 pour Esch et ses communes affiliées. Ça a redessiné le territoire transfrontalier, en fait, tout ça. Très bien. Dan, une toute petite intervention, vas-y. Je voulais juste reprendre la question
pourquoi devenir une capitale européenne et le lien avec les citoyens. On s'est posé la question en 2013-2014 ici à Esch, et bon, certes, on se donne aussi l'illusion que tu sois sur la carte européenne, mais c'est surtout le fait, et Emmanuel l'a dit, que nous avons fait un état des lieux. Géographiquement, Esch est au centre de la grande région. Nous avons les 123 nationalités qui vivent ensemble et chaque jour ici. Donc on a une grande partie de l'Europe qui vit déjà ici. Et puis le transfrontalier existe au quotidien. Les lignes transfrontalières en mobilité, le possible retour sur impôt, qui est une discussion pas nouvelle. Mais le transfrontalier souffre de quelque chose, il n'a pas d'âme. Et donc devenir capitale européenne de la culture avec d'autres communes luxembourgeoises, certes, mais d'y amener le transfrontalier, qu'on connaît au quotidien. On se connaît au tissu associatif, mais pas plus. Si on se voit pas tous les jours dans le train qui vient de Audin-Tige pour relier Luxembourgville pour aller travailler, le transfrontalier ne s'est pas approprié d'âme au quotidien. Et donc la culture qui est quelque chose de transversal, c'est une politique transversale, vous l'avez dit, on s'est dit c'est l'unique chance, l'énorme chance de créer cette âme et puis de voir par après quelque chose de durable, en équipement ou non en équipement, mais surtout de se dire voilà, c'est quand même le moyen de surmonter tous ces dossiers un peu aussi sceptiques, négatifs, toujours péjoratifs dans le transfrontalier. Le transfrontalier au niveau politique est toujours réduit à la mobilité et surtout au problème de mobilité. Jamais des solutions au problème de mobilité. Et malheureusement, mais quand même, c'est quand même important aussi dans un dossier culturel, l'économique. Mais donc, cette candidature du côté luxembourgeois ouverte à nos communes françaises avoisinantes, c'est un surplus, ça sera un surplus et ça donnera une âme à cette agglomération. Ça sera réussi si jamais il y a cette âme d'ici 2022, après 2022. Ben, ça, c'est l'idée de Robert Garcia, de l'aboutissement et le chemin. On y travaille. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, Monsieur Knaf, allez, la conclusion. Conclusion, par rapport à la discussion qu'on a eue, on espère qu'on sera fier de ce qu'on va réaliser en 2022, de sorte qu'il y ait vraiment des raisons à vouloir pérenniser, parce qu'on ne veut naturellement que pérenniser ce qui aura été bon. Je pense cependant qu'avec les bonnes relations qu'on a déjà avec les amis français, et au vu également de leur enthousiasme, on l'entend tous les jours quand on se voit dans les réunions du conseil d'administration, également quand on parle des représentants du Grand Est qui doivent financer un peu le côté français. Il y a une réelle volonté de le faire. Je crois qu'on pourra vraiment réussir un beau projet culturel transfrontalier. Et en tout cas, c'est ce qu'on veut réaliser. Bon, il faudra encore patienter 3 ans avant de voir si ça aura marché. Merci. Patienter et commence à marcher, donc le chemin de Robert Garcia. Je vous souhaite un bon repas à tous. Je repasse le micro à Monsieur Lamour. Voilà. Au revoir. Alors, quelques petites annonces. Quelques petites annonces. Les personnes qui ont des récepteurs et des casques sont priées de les laisser à la sortie, car cet après-midi, les interprètes remobiliseront ces casques pour les mettre dans les salles. Nous allons donc nous restaurer. Lorsque vous sortez de l'amphithéâtre, vous allez à gauche ou à droite, et vous allez toujours tout droit. Le lieu de la restauration sera au bout du bâtiment, au bout de la barre, en fait. Enfin, cet après-midi, nous avons les ateliers. Sur le dos de votre carte que vous avez reçue ce matin, vous avez l'atelier dans lequel vous vous êtes inscrit et la salle dans laquelle se tient cet atelier. Les 3 salles se situent à côté de là où nous allons nous restaurer. Donc, ce sera très facile à trouver. Mais si vous ne savez plus dans quel groupe vous êtes inscrit, c'est au dos de votre carte. Voilà. Merci à vous.